Bonjour. Nous allons aborder ici une question délicate. Nous sommes occupés à traiter du retour du religieux et des implications qu'il peut avoir pour la pensée critique et la laïcité. De ce point de vue, il est indispensable d'envisager de la façon la plus pédagogique possible et sans entrer dans les polémiques, la genèse de l'islamisme contemporain. En effet, ce dernier constitue un courant internationalement très actif qui s'oppose de façon parfois radicale à l'idée même de laïcité et donc à l'égalité des croyants et des non-croyants, ainsi qu'à une pensée libre qui ne se référerait pas à Dieu. D'abord, une précaution s'impose. Il ne faut pas confondre islam, islamisme et djihadisme. L'islam est une religion pratiquée par plus d'1,5 milliard de personnes, la toute grande majorité d'entre elles étant pacifiques et pouvant bien vivre sous un État laïque qui, rappelons-le, protège les membres de toutes les communautés religieuses, fussent-elles minoritaires et donc vulnérables. L'islamisme constitue, lui, un mouvement prônant l'islam politique, l'application de la charia, qui est la loi musulmane. Alors ce courant est incompatible avec la laïcité s'il veut que l'État applique la charia, c'est-à-dire défende une religion officielle, la loi de Dieu prévalant sur la loi des hommes, la loi du laos, du peuple. Dans ce cas, la liberté de conscience est niée. L'État, au lieu de traiter tout le monde de façon égale, doit favoriser les bons croyants et pourchasser les mécréants. Mais parfois, les islamistes pratiquent simplement une religion très conservatrice et restent entre eux, sans se soucier de politique. Enfin, le djihadisme résulte du passage à la violence et à la terreur, passage d'une frange de l'islamisme contemporain. Quelle est la genèse de cet islamisme contemporain? De façon très générale, disons qu'à partir du 7e siècle de notre ère, l'islam, religion née en Arabie, a conquis de façon fulgurante d'immenses territoires, à l'est au détriment de l'Empire perse et à l'ouest au détriment de l'Empire byzantin. L'Espagne a été occupée et les Arabes n'ont été arrêtés qu'à Poitiers, en France, en 732. Dans de nombreuses régions, l'islamisation a été de pair avec une arabisation, c'est-à-dire une adoption de la langue arabe par les populations. Ailleurs, comme en Iran, en Afghanistan, en Indonésie, les populations ont été converties à l'islam, mais ont gardé leur propre langue véhiculaire, l'arabe restant seulement la langue sacrée du Coran. La splendeur de l'islam arabe date grosso modo des 8e, 12e siècles. Elle est symbolisée par les deux grandes villes de Cordoue en Espagne et de Bagdad en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel. Il entre, cet islam, en déclin à partir des 12e, 13e siècles. Les chrétiens reconquièrent progressivement l'Espagne, les Mongols saccagent Bagdad et de nombreuses régions n'obéissent plus au calife, provoquant une fragmentation politique de l'islam. Alors l'Europe commence alors à monter en puissance. À partir du XVIe siècle, 3 grands États ou empires musulmans se forment. Mais ce n'est plus l'islam arabe qui domine. Il s'agit des Turcs ottomans, qui ont conquis Constantinople en 1453, des Perses, c'est-à-dire des Iraniens, de la dynastie séfévide et des Moghols en Inde. Mais ces entités politiques déclinent progressivement et l'Europe affirme son dynamisme et son impérialisme, colonisant une grande partie du monde musulman, dans lequel cette situation crée un profond ressentiment. Dès le XIXe siècle, puis au XXe siècle, des mouvements se développent pour lutter contre le déclin du monde musulman. Ils s'orientent en vérité dans 2 directions radicalement opposées. Les uns tenteront d'emprunter à l'Europe ses secrets, en créant des États modernes comme en Europe. Le modèle en sera Gamal Abdel Nasser, dans la 2e moitié du XXe siècle, un général égyptien ayant pris le pouvoir en 1952 et qui sera imité par de nombreux dirigeants. Il s'agissait de moderniser les sociétés musulmanes, mais sans emprunter à l'Europe
la démocratie et les droits de l'homme, c'est-à-dire, notons-le, des contrepoids à l'autorité potentiellement tyrannique de l'État. Les régimes de type nassérien, corrompus, despotiques, entreront en crise à partir des années 1970. Et c'est à ce moment que les islamistes saisirent leur chance. Ils voyaient la lutte contre le déclin arabo-musulman de façon tout à fait opposée. Si tout allait mal, c'était parce qu'on avait abandonné l'islam pur, l'islam des origines. Il ne fallait pas imiter le monde européen mécréant, mais affirmer à nouveau la suprématie de la charia. Cette réislamisation devint une lame de fond dans les communautés musulmanes, y compris les minorités musulmanes en Europe. Une frange de cet islamisme se radicalisa et rejoignit les rangs des combattants de djihadistes, du terrorisme, d'abord sous l'égide de Ben Laden, puis aujourd'hui de Daesh. Toute cette problématique intéresse au premier chef la réflexion sur les enjeux de la pensée critique. Il nous faut analyser avec le plus de rigueur possible des processus qui en constituent la négation même. C'est pour cette raison que nous allons envisager dans la suite une question cruciale. Le retour offensif du religieux doit-il être affronté par des accommodements ou bien au contraire, ces derniers constituent-ils une mauvaise solution aux problèmes posés ?